Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, le cycle Biostatistique 2 comporte 10 chapitres. 6 chapitres sont des notions théoriques et 4 chapitres sont des exercices d'application dont certains sont proposés sous forme de QCM. Les chapitres 1 et 2 s'appuient sur la notion de probabilité que vous avez vue avec M. Cinquin dans le cycle précédent. Les autres chapitres concernent les tests statistiques d'hypothèse. Alors nous verrons successivement les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques des tests diagnostiques, puis les applications du théorème bayésien à la démarche diagnostique. Vous trouverez à la fin de ce chapitre un glossaire des termes médicaux utilisés. Ces termes médicaux ne sont pas à savoir pour le concours. Pour commencer, il faut dire 2 mots sur la démarche d'orientation diagnostique. En santé, la démarche d'orientation diagnostique peut être assimilée à une prise de décision en situation d'incertitude. Dans cette démarche, le professionnel de santé doit répondre à 2 questions. La première question est de savoir si le patient est malade ou pas. La seconde question est de savoir de quelle maladie le patient souffre. Pour réduire l'incertitude autour de ces 2 questions, le professionnel de santé utilise différentes sources d'informations. Ces informations sont d'abord celles recueillies par l'interrogatoire du patient. Il s'agit des antécédents, c'est-à-dire les événements médicaux ou chirurgicaux qui ont émaillé la vie du sujet avant la maladie actuelle. Vous retrouverez la définition de ce terme dans le glossaire à la fin du chapitre. La définition de ce terme n'est pas à savoir pour l'examen. Il s'agit également de l'anamnèse, c'est-à-dire l'histoire détaillée de la maladie actuelle jusqu'au moment où le patient a rencontré le professionnel de santé. Il s'agit également des signes fonctionnels, c'est-à-dire des symptômes décrits par le patient. Les informations dont dispose le médecin, ou le pharmacien, ou l'autre professionnel de santé sont aussi des signes physiques constatés par le professionnel à l'examen clinique. Ces signes physiques sont recueillis à l'observation, à la palpation du patient, à la percussion ou à l'auscultation à l'aide d'un stéthoscope. Enfin, le médecin dispose d'informations qui sont fournies par des examens complémentaires paracliniques, par exemple un dosage d'un paramètre biologique ou un examen d'imagerie comme une radiographie pulmonaire. Au terme de cette démarche, le professionnel de santé pose un diagnostic avec plus ou moins de certitude. Il s'agit d'une étape importante car ce diagnostic oriente la stratégie thérapeutique. De manière caricaturale, ensuite, on proposera au patient soit l'abstention thérapeutique, c'est-à-dire pas de traitement, soit un traitement médical, soit un traitement chirurgical. Le professionnel de santé dispose de 2 types de sources d'informations pour poser un diagnostic. Premièrement, il peut recourir à un examen de référence qu'on appelle aussi gold standard ou étalon or. Cet examen de référence permet de poser le diagnostic avec certitude, c'est-à-dire qu'il ne se trompe pas et donc sa réponse est incontestable. La réponse de l'examen de référence est forcément binaire. Le patient est soit malade, soit il n'est pas malade. En revanche, les examens de référence ont souvent des inconvénients. Souvent, leur réalisation est inconfortable, pénible, voire douloureuse pour le patient. Leur réalisation peut aussi s'accompagner d'un risque pour le patient. On parle de risque iatrogène. Vous verrez cela au second semestre. Les examens de référence sont également coûteux. Enfin, dans certaines situations, l'examen de référence peut ne pas être réalisable. Vous comprendrez avec les exemples un peu plus bas. Je vous donne ici quelques exemples d'examens de référence. Un premier exemple, c'est la biopsie, c'est-à-dire le prélèvement chez un patient d'un fragment ou de la totalité d'un organe pour un examen anatomopathologique. Vous retrouverez cette définition dans le glossaire et elle n'est pas à savoir pour le concours. Il peut s'agir également d'un examen d'imagerie invasif, par exemple une coronarographie, qui consiste à opacifier sélectivement les artères coronaires qui irriguent le muscle cardiaque. On opacifie ces artères coronaires par un produit opaque aux rayons X. Ce produit est injecté à l'aide d'un cathéter qu'on introduit au niveau de l'artère radiale ou de l'artère fémorale. C'est donc un examen invasif. À l'extrême, le gold standard, c'est l'autopsie médicale scientifique, l'autopsie post-mortem, et qui bien sûr peut être réalisée dans un nombre limité de cas. Tous ces inconvénients des examens de référence font que leur utilisation est limitée en pratique clinique. Et on se tournera plus souvent vers les tests diagnostiques. Les tests diagnostiques ne présentent pas les inconvénients des examens de référence.
En revanche, ils sont imparfaits, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas de poser le diagnostic avec certitude. Ils peuvent se tromper donc. Le test diagnostique peut avoir une réponse qui est binaire, on parlera d'un test positif versus un test négatif. Il peut avoir une réponse ordinale, le plus souvent il chiffre la probabilité du diagnostic en probabilité forte, probabilité intermédiaire ou probabilité faible. Enfin, le test diagnostique peut avoir une réponse quantitative, il s'agira d'une valeur continue ou d'une valeur discrète. Je vous mets ici quelques exemples. Par exemple, la présence d'un signe clinique, qui sera binaire, signe clinique présent ou signe clinique absent, ça peut être la fièvre par exemple. Un dosage quantitatif d'un paramètre biologique, le taux de sucre ou de glucose dans le sang, ou le résultat d'un examen d'imagerie médicale non invasif, une échographie, qui est basée sur l'utilisation des ultrasons. Si on veut donner une définition d'un test diagnostique, on dira qu'un test diagnostique est une information clinique ou paraclinique utilisée dans une démarche diagnostique et dont le but est de réduire l'incertitude clinique. Un test diagnostique est imparfait, cette notion est à retenir. Il ne permet pas d'établir un diagnostic avec certitude. Un test diagnostique permet seulement d'affiner la probabilité que le patient ait ou non la maladie suspectée. Lorsqu'on utilise un test diagnostique, on s'exprime en termes de probabilité. Le résultat du test diagnostique permet de passer d'une probabilité pré-test, à gauche, c'est-à-dire la probabilité que le sujet ait la maladie avant de connaître le résultat du test diagnostique, à une probabilité post-test, à droite, qui est la probabilité révisée que le sujet ait la maladie, connaissant le résultat du test diagnostique. Il est nécessaire de faire une distinction entre test diagnostique et test de dépistage. Le test diagnostique s'adresse à un individu qui présente des symptômes ou des signes physiques. Il a pour but de confirmer ou d'exclure le diagnostic de la maladie. Par exemple, il peut s'agir d'une femme âgée de 52 ans qui consulte son médecin pour une masse découverte à l'autopalpation mammaire. On proposera à cette femme un examen radiographique suivi d'une biopsie pour confirmer le diagnostic avec certitude. À l'opposé, le test de dépistage collectif s'adresse à une population d'individus asymptomatiques et il a pour but d'identifier ceux qui ont une probabilité élevée d'altération biologique précédant l'apparition de la maladie ou une probabilité élevée de la maladie à un stade précoce et curable. Le diagnostic de la maladie doit être confirmé dans un second temps par un test diagnostique chez les patients qui ont un test de dépistage positif. Par exemple, il s'agira du dépistage organisé du cancer du sein par mammographie qui est proposé à toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans en France. Les objectifs d'un test diagnostique et d'un test de dépistage sont donc différents. De ce fait, on n'attend pas les mêmes performances d'un test diagnostique et d'un test de dépistage. Néanmoins, les indices utilisés pour mesurer les performances d'un test diagnostique et d'un test de dépistage sont les mêmes. Dans la suite du cours, les indices seront présentés pour un test diagnostique, mais ils sont transposables à un test de dépistage. Dans ce cours, on adopte un formalisme mathématique qui va vous paraître rebutant au premier abord. Il faut vous rassurer, tout ce qui est présenté reste à un niveau largement abordable pour des titulaires d'un baccalauréat. Je vais prendre un exemple pour tenter de vous montrer pourquoi on recourt à ce formalisme. Monsieur X, âgé de 58 ans, qui est employé de banque, se présente au service d'accueil des urgences pour une douleur thoracique oppressante, intermittente, qui évolue depuis 3 semaines. La douleur est parfois provoquée par l'exercice, mais elle survient généralement spontanément. Quand la douleur survient, Monsieur X s'allonge et la douleur cesse en 5 à 10 minutes. Auparavant, Monsieur X n'avait pas de problème, il est en bonne santé, ne se plaignait que de brûlures d'estomac au décours de repas abondants. Un médecin qui a vu Monsieur X au service d'accueil des urgences lui a dit « Une maladie des artères coronaires ne peut être exclue. La prochaine étape de la démarche diagnostique est de réaliser un électrocardiogramme d'effort. » Il a ajouté « Un ulcère de l'estomac ne peut pas non plus être exclu. Si l'électrocardiogramme d'effort est négatif, nous réaliserons un examen endoscopique de l'estomac. » Vous retrouverez les définitions de ces termes dans le glossaire. Préoccupé par sa pathologie, M. X décide de consulter son médecin traitant pour avoir un second avis. Son médecin traitant lui dit « Une maladie des artères coronaires est un diagnostic probable, mais il faut disposer des résultats d'un électrocardiogramme d'effort pour se faire une idée plus précise. »
Concernant la pathologie gastrique, il ajoute « Un ulcère de l'estomac ne peut pas non plus être exclu. Si l'électrocardiogramme d'effort est négatif, il faut envisager un bilan d'une pathologie d'estomac. » Monsieur X est rassuré par l'avis concordant des deux médecins sur la probabilité d'un ulcère de l'estomac. Les deux médecins ont dit qu'un ulcère de l'estomac ne pouvait pas être exclu. Par contre, Monsieur X est préoccupé par l'avis discordant des deux médecins sur la probabilité d'une maladie des artères coronaires. Le premier médecin lui a dit qu'une maladie des artères coronaires ne pouvait être exclue. Le second médecin lui a dit qu'une maladie des artères coronaires était un diagnostic probable. Pour lever cette ambiguïté, M. X demande à son médecin traitant d'appeler le médecin du service d'accueil des urgences. Voilà le résultat de la communication téléphonique entre les deux médecins. Bien qu'ils exprimaient différemment la probabilité de maladie des artères coronaires, les deux médecins estimaient que M. X avait une chance sur 3 d'avoir une maladie des artères coronaires. En revanche, à la surprise de M. X, les deux médecins avaient une opinion différente sur la probabilité d'ulcère de l'estomac, bien que tous deux avaient utilisé les mêmes termes. Un ulcère de l'estomac ne peut pas être exclu. Le premier médecin estimait que M. X avait une chance sur 10 d'avoir un ulcère de l'estomac. Le second médecin estimait que M. X avait une chance sur 3 d'avoir un ulcère de l'estomac. Que faut-il retenir de cet exemple ? Bien simplement que deux professionnels peuvent utiliser des termes différents pour exprimer une même probabilité. Également, deux professionnels peuvent utiliser les mêmes termes pour exprimer des probabilités différentes. Au total, on retiendra qu'il est préférable d'utiliser des probabilités pour exprimer l'incertitude d'un diagnostic. La probabilité de la maladie est comprise entre 0 et 1. 0 correspond à l'absence certaine de maladie. 1 correspond à la présence certaine de maladie. Dans notre exemple, la probabilité de maladie des artères coronaires était de 1 sur 3, soit 0,33. En cas de résultat positif, le test diagnostique permet de passer d'une probabilité pré-test de 0,33 à une probabilité post-test de 0,90. Ici, le test diagnostique était l'électrocardiogramme d'effort positif. Notez qu'en dépit d'un test diagnostique positif, on ne peut pas affirmer de manière certaine la présence de la maladie. La probabilité post-test est de 0,90. De même, le test diagnostique négatif permet de passer d'une probabilité pré-test de 0,33 à une probabilité post-test de 0,05. Notez aussi que le test négatif ne permet pas d'exclure la maladie de manière certaine. Seul un examen de référence ou un gold standard permettrait d'affirmer ou d'exclure la maladie de manière certaine. Voilà, nous en avons fini avec l'introduction et nous allons aborder maintenant les caractéristiques intrinsèques des tests diagnostiques. Pour estimer les caractéristiques d'un test diagnostique, on réalise une étude d'évaluation des caractéristiques informationnelles du test diagnostique. Pour ce faire, un échantillon de N sujets est recruté et soumis à la fois à l'examen de référence, c'est-à-dire le gold standard, et au test diagnostique. Les caractéristiques informationnelles du test sont estimées par comparaison de la réponse du test au résultat de l'examen de référence dans cet échantillon de N sujets. Pour un test de réponse binaire, c'est-à-dire positif versus négatif, les sujets sont agencés dans un tableau de contingence à 2 lignes et 2 colonnes. Dans ce tableau de contingence, les 2 colonnes sont définies par le résultat du gold standard. Il s'agit de la colonne des sujets malades, dont l'effectif marginal est M1, et la colonne des sujets indemnes de la maladie, dont l'effectif marginal est M0. Les 2 lignes correspondent à la réponse du test. Il s'agit de la ligne test positif, d'effectif marginal N1, et de la ligne test négatif, d'effectif marginal N0. L'effectif total de sujets est égal à N. Commençons par définir la prévalence de la maladie, qui est le rapport de l'effectif marginal de sujets malades M1 sur l'effectif total de sujets N. Ce tableau de contingence à 2 lignes et 2 colonnes possède 4 cellules. La cellule des sujets malades, pour lesquels le test est positif, est l'effectif des vrais positifs noté VP. La cellule des sujets non malades, pour lesquels le test est négatif, est l'effectif des sujets vrais négatifs noté VN. La cellule des sujets malades, pour lequel le test est négatif,
contient l'effectif des faux négatifs, noté Fn. Enfin, la cellule des sujets non malades, pour lequel le test est positif, contient l'effectif des faux positifs, noté Fp. Le premier indice informationnel interne d'un test, c'est la sensibilité. La sensibilité d'un test est calculée chez les malades uniquement. La sensibilité d'un test, c'est la probabilité que le test soit positif, sachant que le sujet est malade. Donc c'est la probabilité de T+, sachant M+. C'est égal à la probabilité d'avoir un test positif et d'être malade, divisé par la probabilité d'être malade. On l'estime sur l'échantillon par le rapport des vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs. La sensibilité est comprise entre 0 et 1, ou si on s'exprime en pourcentage, entre 0 et 100%. Une propriété à retenir de la sensibilité d'un test, c'est qu'un test très sensible, c'est-à-dire de sensibilité égale ou proche de 1, est utile pour exclure la maladie lorsqu'il est négatif. Dans cet exemple, on voit que le test a une sensibilité égale à 1. Tous les sujets malades ont un test positif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun faux négatif. Donc la sensibilité, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif chez les malades, est égale à 40 sur 40 plus 0. Ça fait bien 1. Eh bien on voit que lorsque le test est négatif, le sujet n'est jamais malade. On dispose d'un petit moyen mémotechnique pour se rappeler de cette propriété. Il s'agit de SNOUT. SN pour sensibilité, N pour négatif et OUT pour to rule out, c'est-à-dire exclure. Le second indice informationnel intrinsèque d'un test, c'est la spécificité. Cette fois-ci, on travaille sur la colonne des non-malades. La spécificité d'un test diagnostique est égale à la probabilité que le test soit négatif, sachant qu'on n'est pas malade. C'est égal à la probabilité conjointe d'avoir un test négatif et de ne pas être malade, divisé par la probabilité de ne pas être malade. On l'estime sur l'échantillon par le rapport des vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux positifs. La spécificité est aussi comprise entre 0 et 1 ou 0 et 100% si on s'exprime en pourcentage. Une propriété à retenir des tests très spécifiques, c'est qu'ils sont utiles pour confirmer la maladie lorsqu'ils sont positifs. Dans cet exemple, on voit que la spécificité du test est égale à 1. En effet, la spécificité de la probabilité que le test soit négatif, sachant qu'on n'est pas malade, ici le test est un signe clinique, c'est égal à 100 que divise 100 plus 0. Il n'y a aucun faux positif. Lorsque le signe est présent, le sujet est toujours malade. On parlera uniquement dans ce cas d'un signe pathognomonique. Pour retenir cette propriété de la spécificité, on retiendra le petit moyen mémotechnique SPIN. SP pour spécificité, P pour positif et IN pour rule in, c'est-à-dire confirmer le diagnostic. Il existe deux autres propriétés intrinsèques des tests diagnostiques, ce sont les rapports de vraisemblance. D'abord, le rapport de vraisemblance d'un test positif. Le rapport de vraisemblance d'un test positif est défini par le rapport de la vraisemblance d'un test positif chez un malade sur la vraisemblance d'un test positif chez un non-malade. C'est-à-dire, c'est le rapport de la probabilité que le test soit positif chez les malades divisé par la probabilité que le test soit positif chez les non-malades. On voit que cette expression est équivalente au rapport de la sensibilité sur 1 moins la spécificité. En effet, au numérateur, la probabilité que le test soit positif chez les malades, c'est égal à la sensibilité. Je vous renvoie à 2 diapos auparavant. Au dénominateur, la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade, plus la probabilité que le test soit négatif, sachant qu'on n'est pas malade, est égale à 1. Donc la probabilité que le test soit négatif, sachant qu'on n'est pas malade, est égale à la spécificité. On déduit de ces deux expressions que la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade, est égale à 1 moins la spécificité. Le rapport de vraisemblance d'un test positif est compris entre 1 et plus l'infini. Voyons par 2-3 exemples à quoi correspond un rapport de vraisemblance positif. Comment l'interpréter? Un rapport de vraisemblance positif égal à 3 signifie que le rapport de la probabilité que le test soit positif chez les malades sur la probabilité que le test soit positif chez les non-malades est égal à 3. C'est-à-dire que la probabilité que le test soit positif chez les malades
est égale à 3 fois la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade. Donc, le test est 3 fois plus souvent positif chez les malades que chez les non-malades. Voyons maintenant à quoi correspond un rapport de vraisemblance positif égal à 1. Un rapport de vraisemblance positif égal à 1 signifie simplement que la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on est malade, est égale à 1 fois la probabilité que le test soit positif, sachant qu'on n'est pas malade. Cela veut dire que le test est aussi souvent positif chez les malades que chez les non-malades. En conclusion, on privilégiera donc dans notre pratique les tests avec un rapport de vraisemblance positif le plus élevé possible. Ça veut dire un rapport de vraisemblance positif égal à 3, voire 10, voire 100, tout dépend du contexte d'utilisation du test. Il existe également un rapport de vraisemblance d'un test négatif. Le rapport de vraisemblance d'un test négatif est noté lambda, et il est égal au rapport de la vraisemblance d'un test négatif chez un malade sur la vraisemblance d'un test négatif chez un non-malade. On retrouve le rapport probabilité que le test soit négatif sachant qu'on est malade, divisé par la probabilité que le test soit négatif chez les non-malades. On retrouve que cette expression est égale à 1 moins la sensibilité sur la spécificité. En effet, au dénominateur, la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on n'est pas malade est égale à la spécificité. Au numérateur, la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est malade, plus la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on est malade, est égale à 1. On a vu auparavant que la probabilité que le test soit positif sachant qu'on est malade était égale à la sensibilité. Donc la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on est malade est égale à 1 moins la sensibilité. Il faut retenir que le rapport de vraisemblance d'un test négatif est compris entre 0 et 1 au maximum. Voyons comment interpréter le rapport de vraisemblance négatif. On va prendre un exemple. Si lambda, donc le rapport de vraisemblance négatif, est égal à 0,5, ça veut dire que le rapport de la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on est malade, divisé par la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on n'est pas malade, est égal à 1,5. Cela veut dire que le test est 2 fois plus souvent négatif chez les non-malades que chez les malades. Voyons également que signifie un rapport de vraisemblance négatif lambda égal à 1. Un rapport de vraisemblance négatif lambda égal à 1 signifie que la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on n'est pas malade est égale à la probabilité que le test soit négatif sachant qu'on est malade. Ça veut dire simplement que le test est aussi souvent négatif chez les malades que chez les non-malades. C'est donc un test non informatif. En conclusion, on privilégiera toujours les tests avec un rapport de vraisemblance positif le plus faible possible, c'est-à-dire le plus proche de 0. Jusqu'à présent, nous avons vu les caractéristiques intrinsèques d'un test de réponse qualitative binaire, c'est-à-dire test positif versus test négatif. En fait, la plupart des tests ont une réponse quantitative continue. Par exemple, le dosage d'un paramètre biologique comme la glycémie, qui est le dosage du taux de glucose dans le sang. Il peut aussi s'agir d'un score prédictif. Si on représente par un histogramme les valeurs du test, eh bien, le test a une allure bimodale. Cette allure bimodale correspond à la distribution des valeurs du test pour les sujets non malades en gris et la distribution des valeurs du test pour les sujets malades en rouge. On s'aperçoit, et c'est le cas le plus fréquent, que les deux courbes se chevauchent, pour les malades et les non malades. On voit également que le test ayant une valeur quantitative continue, on ne peut plus dresser un tableau de contingence. On va procéder à un artifice pour évaluer les performances des caractéristiques intrinsèques du test diagnostique de réponse quantitative continue. Cet artifice consiste à fixer un seuil quelconque et à proposer que toutes les valeurs supérieures à ce seuil correspondent à un test positif, alors que les valeurs inférieures à ce seuil correspondent à un test négatif. Pour le seuil choisi sur cette diapositive, on peut scinder la population de malades en deux parties, les vrais positifs qui ont une valeur du test supérieure au seuil, et les faux négatifs qui ont une valeur du test inférieure au seuil. De la même façon, on peut scinder la population de non-malades en deux parties, la population des vrais négatifs qui ont une valeur du test inférieure au seuil, et la population des faux positifs qui ont une valeur du test supérieure au seuil. On va commencer par examiner la répartition des sujets malades et des sujets non malades pour un premier seuil qu'on appellera le seuil 1. L'échantillon des non-malades se répartit en vrais négatifs, qui sont les non-malades dont la valeur du test est inférieure au seuil 1 et sont notés Vn.
L'autre partie des non-malades, constituée du groupe des faux positifs notés FP, sont les sujets non malades pour lesquels la valeur du test est supérieure ou égale au seuil 1. Concernant les sujets malades, on remarque qu'ils se situent tous au-dessus du seuil 1. Ils sont tous des vrais positifs. Il n'y a pas de faux négatifs, c'est-à-dire de sujets malades dont la valeur du test est inférieure au seuil. Au total, la sensibilité, estimée par le rapport des vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs, est égale à 1, car il n'y a pas de faux négatifs. En revanche, la spécificité est très faible, car les faux positifs sont plus nombreux que les vrais négatifs. Ensuite, on va faire évoluer le seuil d'une unité. Pour un seuil égal à une valeur seuil numéro 2, eh bien, il y a un peu plus de vrais négatifs, un peu moins de faux positifs, et les malades sont toujours tous des vrais positifs, il n'y a aucun faux négatif. On va à nouveau calculer la sensibilité, qui est toujours égale à 1, puisqu'il n'y a toujours pas de faux négatif. En revanche, la spécificité a un peu augmenté, elle est égale à la probabilité que les tests soient négatifs, sachant que les sujets ne sont pas malades. Comme il y a un peu plus de vrais négatifs et un peu moins de faux positifs, la spécificité a discrètement augmenté. On va faire évoluer maintenant le seuil d'une unité supplémentaire et on arrive au seuil numéro 3. Il n'y a toujours aucun faux négatif, la sensibilité est toujours égale à 1. En revanche, la spécificité a encore augmenté puisqu'on a augmenté le seuil et il y a un peu plus de vrais négatifs et un peu moins de faux positifs. On augmente encore la valeur du seuil d'une unité supplémentaire pour obtenir le seuil 4. On voit apparaître des faux négatifs, c'est-à-dire des sujets malades qui ont une valeur du test inférieure au seuil 4. La sensibilité n'est dès lors plus égale à 1 du fait de la présence de ces faux négatifs. La spécificité, quant à elle, continue d'augmenter. Pour le seuil 5, la sensibilité diminue un peu plus car il y a un peu plus de faux négatifs. La spécificité continue à augmenter car les faux positifs diminuent. On poursuit ainsi pour chaque seuil. Pour le seuil 11, il n'y a plus de faux positifs et tous les sujets indemnes de la maladie sont des vrais négatifs. La spécificité est égale à 1, en revanche la sensibilité continue à diminuer. Il est possible de colliger dans un tableau tous les couples de valeurs de sensibilité et de spécificité qui correspondent à chaque seuil. Pour le seuil 1, on avait vu que la sensibilité était égale à 1 car il n'y avait pas de faux négatifs, alors que la spécificité était très faible. Puis, pour le seuil 2, la sensibilité était toujours égale à 1, mais la spécificité augmentait discrètement. Les données numériques de ce tableau sont fictives. Vous ne pouvez pas les retrouver à partir des figures précédentes. En revanche, il est important de remarquer que quand la sensibilité diminue, la valeur de la spécificité augmente, et vice-versa. Retenez que sensibilité et spécificité évoluent toujours en sens inverse. Plutôt qu'un tableau, on préférera utiliser une représentation graphique des couples de valeurs de sensibilité et spécificité pour chaque valeur seuil du test. Il s'agit de la courbe ROC, qui représente les valeurs de sensibilité en ordonnée et les valeurs de 1 moins la spécificité en abscisse. Chaque point de la courbe ROC correspond au couple sensibilité et 1 moins spécificité d'un seuil du test diagnostique. Par exemple, pour le seuil numéro 1, le test diagnostique a une sensibilité égale à 1 et une spécificité égale à 0,05. On l'a vu précédemment dans le tableau. Pour le seuil 13, le test diagnostique a une sensibilité de 0,10 et une spécificité de 1. Donc 1 moins la spécificité est égal à 0. La courbe ROC permet de représenter graphiquement les caractéristiques intrinsèques d'un test de réponse quantitative pour différents seuils. La courbe ROC va servir à choisir un seuil pertinent. Une autre caractéristique de la courbe ROC, c'est son R. L'aire sous la courbe ROC va permettre d'estimer globalement les caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité du test pour ces différentes valeurs. On verra qu'elle est comprise entre 0,5 et 1, et on verra qu'elle sert surtout à comparer les performances globales de 2 ou plusieurs tests. Voyons tout d'abord comment la courbe ROC peut aider à choisir un seuil. J'ai repris la courbe ROC présentée précédemment, et pour un seuil égal à 3, on voit que la sensibilité est égale à 1 et la spécificité est égale à 0,25. Donc si on choisit un test très sensible avec la spécificité la moins détériorée possible, on choisira ce seuil numéro 3.
qui a la sensibilité la plus élevée possible, 1, et la spécificité la moins basse possible. A l'inverse, si on décide de choisir un test très spécifique avec la sensibilité la moins détériorée possible, eh bien on privilégiera le seuil numéro 11 pour lequel la sensibilité est égale à 0,33 et la spécificité est égale à 1, donc 1 moins la spécificité est égale à 0. Pour comprendre la signification de l'air sous la courbe ROC, je vais prendre un exemple trivial qui correspond à un test quantitatif parfaitement discriminant. Un test quantitatif parfaitement discriminant signifie qu'il sépare parfaitement les non-malades à gauche des malades à droite. Si je vous demandais de représenter ici un seuil, de choisir un seuil, vous prendriez le seuil qui passe entre les deux courbes. Pour ce seuil, la sensibilité est égale à 1, il n'y a pas de faux négatif, et la spécificité est égale à 1, il n'y a pas de faux positif. Si on souhaite représenter sur la courbe ROC le point correspondant à ce seuil, eh bien c'est le coin supérieur gauche de la courbe ROC, pour lequel la sensibilité est égale à 1, la spécificité est égale à 1, donc 1 moins la spécificité est égale à 0. Donc la courbe ROC d'un test parfaitement discriminant passe forcément par le coin supérieur gauche du graphique. Maintenant, on va faire évoluer, en la faisant augmenter, la valeur du seuil. Lorsque le seuil augmente, la sensibilité va diminuer puisque vont apparaître des faux négatifs. Par contre, la spécificité va rester égale à 1. Donc 1 moins la spécificité sera égal à 0, car il n'y a pas de faux positif. Si on représente ça sur la courbe ROC, eh bien on voit que la courbe va suivre l'axe des ordonnées, la sensibilité diminue alors que la spécificité est égale à 1, donc 1 moins la spécificité est égale à 0. A l'inverse, si on fait diminuer le seuil d'un test parfaitement discriminant, la sensibilité sera toujours égale à 1, puisqu'il n'y aura pas de faux négatif. En revanche, la spécificité va diminuer. Donc 1 moins la spécificité va augmenter. En fait, c'est dû à l'augmentation des faux positifs. Si on veut représenter graphiquement cela, la courbe ROC va suivre le bord supérieur du graphique. En effet, la sensibilité est égale à 1 et la spécificité diminue, donc 1 moins la spécificité augmente. Au total, lorsqu'on augmente le seuil, la courbe ROC chemine le long du bord supérieur du graphique, passe par le coin supérieur gauche de sensibilité égale à 1 et spécificité égale à 1, puis chemine le long de l'axe des ordonnées. L'air sous cette courbe ROC est la surface hachurée en rouge, c'est-à-dire l'air total du carré de côté 1. L'air sous la courbe ROC, d'un test parfaitement discriminant, est égal à 1, vous devez retenir cette notion. Pour un test qui ne fait pas mieux que le hasard, la courbe ROC est la diagonale qui traverse le carré. Pour chaque valeur du seuil, la sensibilité est égale à 1 moins la spécificité. Autrement dit, la probabilité que le test soit positif chez les malades est égale à la probabilité que le test soit positif chez les non-malades. Ou plus simplement, le test se trompe une fois sur deux. Pour un test qui ne fait pas mieux que le hasard, l'air sous cette courbe ROC est la surface sous la diagonale du carré de côté égal à 1. C'est donc la surface, la moitié du carré de côté égal à 1. Cet air sous la courbe ROC est donc égal à 0,5. Maintenant, si on retourne sur le test qu'on a utilisé, la courbe ROC est forcément comprise entre 0,5, un test qui ne fait pas mieux que le hasard, et 1, un test qui est parfaitement discriminant. Ici, la courbe ROC, je l'ai calculée, elle est égale à 0,87. On ne vous demandera pas de savoir la calculer. Par contre, vous devez connaître le principe de la méthode utilisée pour estimer l'air sous la courbe ROC. Il s'agit de la méthode trapézoïdale. On ne vous demandera pas de l'appliquer à l'examen, mais on vous demandera d'en connaître l'existence et le principe. Cette méthode consiste à calculer la surface des rectangles et des trapèzes qui sont situés sur la courbe ROC, puis d'en faire la somme. Ici, on trouvait une aire sous la courbe ROC qui était égale à 0,87. Voilà, nous en avons fini avec les caractéristiques intrinsèques d'un test diagnostique, et maintenant nous passons aux caractéristiques extrinsèques d'un test diagnostique. Ces caractéristiques extrinsèques sont les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives, et on verra quelle est la différence entre les caractéristiques extrinsèques versus les caractéristiques intrinsèques d'un test. La première caractéristique extrinsèque d'un test est la valeur prédictive positive. La valeur prédictive positive est calculée cette fois-ci en ligne et pas en colonne comme la sensibilité ou la spécificité. La valeur prédictive positive est définie par la probabilité que le sujet soit malade concernant le test positif. C'est égal à la probabilité conjointe que le sujet soit malade et que le test soit positif
divisé par la probabilité que le test soit positif. Pour l'estimer sur l'échantillon, on la calcule par le rapport vrai positif sur vrai positif plus faux positif. La valeur prédictive positive est comprise entre 0 et 1. La valeur prédictive positive est aussi appelée probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est positif. La seconde caractéristique extrinsèque d'un test diagnostique est la valeur prédictive négative. La valeur prédictive négative est égale à la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. C'est égal à la probabilité de ne pas être malade et d'avoir un test négatif, divisé par la probabilité d'un test négatif. Sur l'échantillon, la valeur prédictive négative est estimée par le rapport des vrais négatifs sur les vrais négatifs plus les faux négatifs. La valeur prédictive négative est aussi comprise entre 0 et 1 ou 0 et 100% si on s'exprime en pourcentage. La valeur prédictive négative est égale à 1 moins la probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est négatif. Voyons maintenant ce qui distingue les caractéristiques intrinsèques des caractéristiques extrinsèques des tests diagnostiques. Les caractéristiques intrinsèques d'un test, c'est-à-dire la sensibilité et la spécificité, et éventuellement les rapports de vraisemblance, ne varient pas avec la prévalence de la maladie, c'est-à-dire que la sensibilité et la spécificité ne varient pas en fonction du contexte d'utilisation du test. En revanche, les caractéristiques extrinsèques des tests, c'est-à-dire la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative, varient avec la prévalence de la maladie, c'est-à-dire que la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative d'un test seront différentes en fonction du contexte d'utilisation du test. Pour bien comprendre cette notion, on va prendre un exemple très simple. On utilise un test diagnostique dont la sensibilité est égale à 90%, la spécificité qui est égale à 80%, et on va l'appliquer sur une maladie dans un échantillon dont la prévalence est de 5%. Je vous ai formalisé les données dans ce tableau de contingence. On voit que la prévalence de la maladie c'est 50 sur 1000, ça fait bien 5%. La sensibilité est égale à 45 sur 50, ça fait bien 90%. La spécificité est égale à 860 sur 950, ça fait bien 80%. Si on calcule la valeur prédictive négative, c'est égal à la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. C'est estimé sur cet échantillon par 860 sur 865, ce qui fait 99%. La valeur prédictive positive pour ce test avec une prévalence de 5%, c'est égal à la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, et c'est égal ici à 45 sur 135, soit 33%. On retiendra dans un coin la valeur prédictive négative 99% et la valeur prédictive positive 33% pour ce test lorsqu'il est utilisé dans un contexte où la maladie a une prévalence égale à 5%. Si on applique maintenant le même test diagnostique, donc avec la même sensibilité 90%, la même spécificité 80%, mais cette fois-ci dans un contexte d'utilisation où la prévalence de la maladie est beaucoup plus fréquente, 30%. Je vais appliquer les données au tableau de contingence. Donc on a 50 sujets malades, 100 sujets non malades, un total de 150 sujets. La prévalence est égale à 30%, la sensibilité est égale à 45 sur 50, ce qui fait 90%, la spécificité est égale à 80 sur 100, ce qui fait bien 80%. Si on calcule maintenant la valeur prédictive négative, qui est la probabilité de ne pas être malade sachant que le test est négatif, on trouve 80 sur 85, ce qui fait 94%. Auparavant, elle était de 99%. Si on calcule maintenant la valeur prédictive positive, c'est la probabilité d'être malade sachant que le test est positif, elle est égale à 45 sur 65, ce qui fait 69%. Elle était égale auparavant à 33%. On voit bien par ce simple exemple intuitif que la prévalence de la maladie va influencer la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative d'un test diagnostique. Par contre, la sensibilité et la spécificité restent inchangées. Voilà, nous avons terminé avec les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques d'un test, et maintenant nous allons voir les applications du théorème bayésien à l'examen des propriétés de tests diagnostiques. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'en routine clinique, le clinicien connaît le résultat du test, le test est soit positif, soit négatif, il connaît les caractéristiques intrinsèques du test qu'il utilise, la sensibilité et la spécificité, elles sont fournies par le constructeur du test diagnostique, et il a une idée de la prévalence de la maladie, qui est la probabilité pré-test. En revanche, il ignore le diagnostic de référence.
Si le clinicien connaissait le résultat du diagnostic de référence dans sa pratique quotidienne, il n'aurait pas besoin de pratiquer un test imparfait. Au vu de ce qu'il connaît, le clinicien va essayer de déterminer la probabilité post-test, c'est-à-dire la valeur prédictive positive ou 1 moins la valeur prédictive négative, que le sujet soit malade, connaissant le résultat du test diagnostique. Pour ce faire, on va appliquer le théorème bayésien. On va essayer de déduire la probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est positif, c'est-à-dire la valeur prédictive positive, à partir des caractéristiques intrinsèques du test, la sensibilité, la spécificité, et de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire la probabilité pré-test. Toujours sans disposer du résultat de l'examen de référence. Cette partie du cours peut paraître un peu plus ardue, mais vous verrez qu'en fait c'est très simple. Je vous rappelle que la valeur prédictive positive est égale à la probabilité d'être malade, sachant qu'on a un test positif. Elle est égale au rapport de l'effectif des vrais positifs sur la somme des vrais positifs plus faux positifs. La probabilité d'être un vrai positif est la probabilité conjointe du test positif et d'être malade. La probabilité d'être un vrai positif est égale à la probabilité d'être malade que multiplie la probabilité conditionnelle d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade. La probabilité de la maladie, c'est égal à la prévalence, c'est-à-dire à P. La probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on est malade, est égale à la sensibilité. Donc au total, la probabilité d'être un vrai positif est égale à la prévalence de la maladie que multiplie la sensibilité. De même, la probabilité d'être un faux positif est égale à la probabilité de ne pas être malade que multiplie la probabilité conditionnelle d'avoir le test positif, sachant qu'on n'est pas malade. La probabilité de ne pas être malade est égale à 1 moins la prévalence, c'est-à-dire à 1 moins P. La probabilité d'avoir un test positif, sachant qu'on n'est pas malade, est égale à 1 moins la spécificité. Au total, la probabilité d'être un faux positif est égale à 1 moins la prévalence que multiplie 1 moins la spécificité. En substituant dans la formule de la valeur prédictive positive la probabilité d'être un vrai positif et la probabilité d'être un faux positif par leur expression, on obtient la formule bayésienne de la valeur prédictive positive. Vous voyez qu'on peut déduire la valeur prédictive positive d'un test de la sensibilité, la spécificité et la prévalence de la maladie, toujours sans disposer du résultat du gold standard. Remarquez aussi encore une fois que la valeur prédictive positive dépend de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire de P. On va passer à quelque chose d'encore un peu plus ardu, qui est le diagramme de Fagan, qui est une application clinique du théorème bayésien. Il n'est pas nécessaire de retenir tout le raisonnement clinique pour le concours, vous pourrez retenir uniquement comment on utilise ce nomogramme de Fagan. Juste à titre de démonstration, on a vu tout à l'heure que la valeur prédictive positive était égale à la prévalence que multiplie la sensibilité, divisé par la prévalence que multiplie la sensibilité, plus 1 moins la prévalence que multiplie 1 moins la spécificité. En divisant le numérateur et le dénominateur de cette expression par 1 moins la spécificité, on arrive à une autre expression de la valeur prédictive positive. Vous vous souvenez que la sensibilité divisée par 1 moins la spécificité, c'est égal au rapport de vraisemblance positif, grand L, qu'on a vu tout à l'heure. On va remplacer à chaque fois l'expression sensibilité sur 1 moins la spécificité par grand L, le rapport de vraisemblance positif. En bas à droite, l'expression de la valeur prédictive positive devient prévalence de la maladie que multiplie le rapport de vraisemblance positif, divisé par prévalence de la maladie que multiplie le rapport de vraisemblance positif, plus 1 moins la prévalence de la maladie. En bas à gauche, on va simplement mettre en facteur la prévalence de la maladie au niveau du dénominateur et on obtient une autre expression de la valeur prédictive positive. Il n'est pas nécessaire de retenir le cheminement qui a conduit à cette expression, il n'est pas non plus nécessaire de retenir cette expression. Il faut aussi que vous connaissiez le nomogramme de Fagan. Ce nomogramme est constitué de 3 axes. À gauche, la probabilité pré-test, c'est-à-dire la prévalence de la maladie. Au milieu, le rapport de vraisemblance du test positif, s'il est supérieur à 1, et le rapport de vraisemblance du test négatif, s'il est inférieur à 1. À droite, la probabilité post-test d'être malade.
Pour une maladie dont la prévalence est égale à 20%, et pour un test dont le rapport de vraisemblance positif est égal à 10, la probabilité post-test de la maladie, sachant que le test est positif, est égale à 71%. On a obtenu cette valeur en prolongeant sur le troisième axe à droite une droite qui passait par 20% sur l'axe de gauche et par 10 sur l'axe du milieu. C'est la portion qui figure en pointillé. On retrouve cette valeur avec la formule bayésienne de la valeur prédictive positive. De la même façon, toujours en utilisant le théorème de Bayes, on peut déduire la probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est négatif. La probabilité d'être malade, sachant que le test est négatif, c'est égal à 1 moins la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. C'est égal à 1 moins la valeur prédictive négative. On va déterminer cette valeur prédictive négative à partir des caractéristiques intrinsèques du test, la sensibilité et la spécificité, de la prévalence de la maladie, c'est-à-dire la probabilité pré-test, toujours sans disposer de l'examen de référence. Pour déterminer l'expression bayésienne de la valeur prédictive négative, on va utiliser le même cheminement que tout à l'heure. La valeur prédictive négative, c'est égal à la probabilité de ne pas être malade, sachant que le test est négatif. C'est égal au vrai négatif sur les vrais négatifs plus les faux négatifs. La probabilité d'être un vrai négatif, c'est égal à la probabilité de ne pas être malade, que multiplie la probabilité conditionnelle d'avoir un test négatif, sachant qu'on n'est pas malade. La probabilité de ne pas être malade, c'est égal à 1 moins la prévalence, 1 moins P, et la probabilité d'avoir un test négatif, sachant qu'on n'est pas malade, c'est égal à la spécificité. De la même façon, la probabilité d'être un faux négatif, c'est égal à la probabilité d'être malade, que multiplie la probabilité conditionnelle d'avoir un test négatif, sachant qu'on est malade. La probabilité d'être malade, c'est la prévalence de la maladie, petit p. La probabilité conditionnelle d'avoir un test négatif, sachant qu'on est malade, c'est égal à 1 moins la sensibilité. En remplaçant dans l'expression de la valeur prédictive négative la probabilité d'être un vrai négatif par 1 moins p fois la spécificité, et la probabilité d'être un faux négatif par p fois 1 moins la sensibilité, on retrouve l'expression bayésienne de la valeur prédictive négative. Comme précédemment, on va retrouver l'expression utile pour le diagramme de Fagan de la valeur prédictive négative, en fait de la probabilité post-test d'être malade sachant que le test est négatif. Cette expression n'est pas à retenir, et de la même façon, vous n'avez pas besoin de retenir le raisonnement qui conduit à cette expression. De la même façon que précédemment, on peut retrouver la probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est négatif, c'est-à-dire 1 moins la valeur prédictive négative. Toujours pour une maladie dont la prévalence est égale à 20%, mais pour un test dont le rapport de vraisemblance négatif est égal à 0,5, on trouve la probabilité post-test d'être malade, sachant que le test est négatif, de 0,11 sur le troisième axe à droite. Au total, pour terminer ce cours, une petite synthèse. On a vu les indices suivants. La sensibilité, la spécificité et le rapport de vraisemblance positif ou négatif sont les caractéristiques intrinsèques d'un test. Vous devez connaître la formulation en termes de probabilité de ces indices. Par exemple, la sensibilité, vous devez savoir que c'est la probabilité qu'un test soit positif, sachant qu'on est malade. Vous devez aussi être capable de calculer la sensibilité à partir d'un exemple, savoir la formule, savoir que la sensibilité c'est égal au vrai positif sur les vrais positifs plus les faux négatifs. Vous devez aussi retenir que la sensibilité ne varie pas en fonction de la prévalence de la maladie. Vous devez savoir ceci pour la spécificité, le rapport de vraisemblance d'un test positif, le rapport de vraisemblance d'un test négatif. De la même façon, vous devez connaître les deux propriétés extrinsèques suivantes, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative. Vous devez connaître leur expression en termes de probabilité. Vous devez connaître leur mode de calcul, soit calculer directement sur un tableau de contingence, c'est ce qu'on vous demandera le plus souvent, ou éventuellement connaître la formule bayésienne. Plutôt qu'apprendre la formule bayésienne, je vous recommande de la reconstruire à partir du tableau de contingence. Il faut aussi que vous reteniez que les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives varient en fonction de la prévalence de la maladie. Dans cette annexe qui n'est pas à savoir pour le concours, vous retrouverez quelques explications sur le théorème de Bayes, la formulation générale du théorème de Bayes notamment.
Ensuite, dans ce glossaire que je ne vais pas relire, vous retrouverez quelques définitions des termes cliniques qui ont été utilisés dans ce cours. Il ne vous est pas demandé pour le concours d'apprendre ces termes ni de les savoir. Vous aurez tout le temps de votre cursus médical pour les apprendre. Je vous remercie de votre attention.